Bon, alors, on va parler d'art. Ou plutôt, on va parler de patrimoine aujourd'hui. On connaît les journées du patrimoine qui ont lieu tous les ans à la mi-septembre, ou encore la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la notion de patrimoine reste parfois un peu floue, tant elle s'applique à de nombreux domaines. On se demande parfois le point commun entre par exemple le centre historique de Bruges, l'usine sidérurgique de Vauclingen en Allemagne, ou encore les fêtes traditionnelles de l'ours dans les Pyrénées, la danse Kalela en Zambie et les forêts primaires des Carpates. La notion de patrimoine telle qu'on l'entend, au sens d'héritage commun du passé que l'on doit conserver et transmettre aux générations futures, est très récente, puisqu'elle date du 19e siècle. Néanmoins, elle tire ses origines dans des pratiques de voyage faites au Moyen-Âge et à la Renaissance. À partir du XVIe siècle, on pratique le Grand Tour, en français dans le texte, une sorte de voyage initiatique où de jeunes aristocrates, d'abord du Saint-Empire romain germanique, puis britanniques, russes, américains, français, etc., voyagent à la découverte de pays comme l'Italie ou la Grèce, pilier de la culture humaniste, ou la France et plus tard le Proche-Orient et le Maghreb. Beaucoup d'artistes peintres, écrivains ou scientifiques font leur grand tour de Velázquez à Hubert Robert ou Chateaubriand et Lamartine. Le voyage sert entre autres à étudier les antiques grecs et romains. Et ce phénomène a été amplifié notamment après l'identification des sites de Pompéi et d'Herculanum en 1763. Le courant romantique naissant va s'émouvoir de la beauté des ruines et leur vouer un culte comme vestige du passé et du temps qui passe. Et d'ailleurs, quand on pense au patrimoine, on pense en premier au patrimoine architectural. En France, c'est Ludovic Vitet et Prosper Mérimée qui sont les premiers inspecteurs des monuments historiques, embryon de l'administration actuelle. Ça se passe dans les années 30. Ils parcourent la France et recensent les monuments et ils parviennent à en sauver plusieurs, comme par exemple le cloître de Moissac, le baptistère Saint-Jean de Poitiers. Ils lancent des campagnes de restauration, notamment avec l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, comme par exemple la cité de Carcassonne, la basilique de Vézelay ou Notre-Dame de Paris. Grâce à cette reconnaissance de la valeur patrimoniale de ces monuments, une première loi sur les monuments historiques est votée en 1913 et une administration se met en place, complétée dans les années 60 par ce que l'on appelle le service de l'inventaire, qui est chargé de recenser avec beaucoup d'ambition tout le patrimoine français, de la cathédrale à la petite cuillère, selon la formule d'André Malraux. Cependant, depuis cette période, la notion de patrimoine n'a cessé de s'étendre et l'on a reconnu de nouvelles architectures qui n'appartiennent plus seulement à l'art, mais surtout à l'histoire et à l'ethnologie. Le patrimoine, ce n'est pas seulement l'ancien, le beau, le prestigieux, l'unique. Le patrimoine, c'est aussi le typique, le vernaculaire, le petit, le multiple, le singulier. Bref, on est passé d'une logique d'historien de l'art qui cherche l'unique et où la valeur esthétique est centrale à une logique d'ethnologue où la valeur est avant tout la compréhension du contexte et de son ordre social. Il n'y a pas de hiérarchie dans les patrimoines. Tous valent la peine d'être préservés. Et d'ailleurs, on protège de plus en plus, on restaure, on labellise toujours plus. Et peu à peu, on reconnaît que le patrimoine, ce sont aussi des pratiques culturelles, artistiques, artisanales, traditionnelles, immatérielles, qui méritent d'être protégées. Ce phénomène de ce que l'on a appelé la patrimonialisation
devient international dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'UNESCO va rédiger plusieurs conventions pour la protection des différents patrimoines et mettre en place les listes du patrimoine mondial qui mettent en valeur des sites naturels ou culturels considérés comme exceptionnels, ainsi que des pratiques immatérielles à mettre en lumière et à protéger. Voilà, maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir un peu analyser. La notion de patrimoine pose des questions fondamentales, surtout dans nos sociétés de consommation de masse. Qu'est-ce qu'on garde? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui traverse les siècles? Ou au contraire, qu'est-ce qui est détruit si c'est une construction, jeté, donné ou vendu si c'est un objet, abandonné si c'est une pratique? L'anthropologue Maurice Godelier nous indique dans son livre « L'énigme du don » qu'il existe 3 catégories d'objets. Ceux que l'on vend ou troque, ceux que l'on donne et ceux que l'on garde. Dans cette répartition, il s'agit donc de distinguer les objets en quelque sorte sacrés que l'on doit garder pour transmettre une identité et une mémoire. La conservation sert donc à transmettre, mais aussi à alimenter la notion d'une identité collective, comme si ces objets, ces constructions étaient les racines matérielles d'une identité qui, elle, est intangible. La notion d'identité collective, est très importante pour comprendre la notion de patrimoine, mais elle ne suffit pas. Sinon, pourquoi aurions-nous envie de visiter les vestiges d'autres cultures et civilisations et pas seulement les nôtres? C'est parce que le patrimoine est considéré comme un bien commun, inaliénable. Commun non pas à la société dont il fait partie et dont il est issu, mais à l'humanité tout entière. Et si cet intérêt pour le patrimoine, certains parlent d'ailleurs de culte moderne du patrimoine, a grandement permis le partage des connaissances, il a pour revers de la médaille le tourisme de masse et la mise en péril des sites fragiles. L'autre revers, du côté cette fois des politiques, c'est de vouloir faire du patrimoine un instrument dévoyé au service de cette politique. Ces dernières années, la notion de matrimoine émerge dans le débat public. Et oui, parce que le patrimoine, étymologiquement, ça veut dire les biens hérités du père. Et si le terme matrimoine existe depuis le Moyen-Âge, il a largement été supplanté par ce dernier. On hérite des biens de notre père, donc qui constituent donc notre patrimoine, mais qu'est-ce qu'on hérite de notre mère? Et dans une perspective plus militante, qu'est-ce qu'on hérite des femmes artistes, autrices de théâtre, compositrices, conteuses, peintres, plasticiennes, elles qui ont beaucoup de chances de tomber dans l'oubli après leur mort? Le matrimoine met à l'odeur toutes ces femmes que l'histoire et la mémoire, qui est malgré tout faite par les hommes et pour les hommes, ont oublié d'incorporer dans leur tablette. Enfin, si la notion de patrimoine ne cesse d'interroger nos valeurs en tant que société, le patrimoine, c'est aussi pour nous, en tant qu'individus, l'occasion d'une expérience. Une expérience qui vient nous demander quel est notre rapport au temps, à l'histoire, à la beauté, mais aussi à l'altérité et à notre identité propre. Le marketing du tourisme nous incite à voyager toujours plus et à faire des pays, des tours du monde, des sites, des musées, aller voir tel peuple, assister à tel spectacle et surtout à le partager sur les réseaux. L'appel de l'exceptionnel, aller voir Machu Picchu et pas le site juste à côté, ça éclipse souvent le plus modeste, certes, mais qui est plein d'histoires et de surprises. Et d'ailleurs, les histoires sur les sites sont toujours plus intéressantes quand elles sont racontées par des personnes qualifiées et passionnées, à bon entendeur.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram où j'explique plus en détail certaines œuvres que je présente dans les vidéos. Et vous, c'est quoi votre expérience du patrimoine qui vous a marqué le plus? Et qu'est-ce qu'il vous apporte à votre avis? N'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires et je les lirai avec attention. Voilà, je m'appelle Edith Lala et je vous dis à bientôt sur la chaîne.